2022. Dimitri Pavlenko. 8h41 et une candidate de plus à gauche. C'est Christiane Taubira qui s'est donc lancée dans la course à l'Elysée depuis samedi. Annonce faite sur les pentes du quartier de la Croix-Rousse à Lyon samedi. Un symbole des luttes sociales du 19e siècle, ce quartier-là. Bon, c'est peu de dire que l'entrée en liste de l'ex-garde des Sceaux agace sa concurrence directe. Alors, dans quel état se trouve la gauche ? On va en parler ce matin. On parlera aussi du cas Zemmour, condamné hier pour provocation à la haine, coupable aux yeux du tribunal d'injure publique à l'adresse des mineurs isolé. Alors, le candidat lui dénonce une condamnation idéologique. La question derrière cette affaire, c'est celle de la liberté d'opinion et d'expression. Est-ce que la justice doit forcément condamner ce que la morale réprouve ? On tentera d'évaluer aussi l'impact de cette affaire sur la campagne d'Éric Zemmour. Et puis on dira un petit mot de Molière, un comédien, un auteur de l'Ancien Régime. A-t-il sa place au Panthéon républicain ? Valérie Pécresse propose que ce soit le cas, mais il a tort, Molière, aux yeux de l'Élysée, d'avoir vécu avant la Révolution française. Nous sommes à 82 jours du premier tour. Et nos débatteurs ce matin, Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri. Jérôme Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, sondeur, président de Polingvox. Je cite votre dernier ouvrage, Bloc populaire aux éditions du CERF. Et Bruno Jeudi, éditorialiste politique, rédacteur en chef de Paris Match, est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Dimitri. Allez, commençons par la gauche. Christiane Taubira est donc officiellement candidate à l'élection présidentielle. J'ai une petite question, Bruno, toute bête. Elle faisait quoi ces derniers temps, l'ex-garde des Sceaux ? Parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles d'elle quand même depuis 2017, depuis qu'elle a quitté le gouvernement. Oui, c'est vrai. Elle a une présence en politique assez intermittente. C'est-à-dire qu'elle a été effectivement longtemps ministre de François Hollande avant de claquer la porte du gouvernement. Et j'allais dire de mettre le dernier clou sur le cercueil de l'ancien président. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai que ça a été un coup dur pour lui, même si il était déjà très impopulaire. Et puis ensuite, elle a disparu. Elle s'est pas représentée aux différentes élections. Vous savez qu'elle n'est encartée aujourd'hui dans aucun parti. Oui, dans aucun parti. Elle a été au Parti radical de gauche. Elle a à peu près eu tous les postes de la République, députée européenne. Elle a été élue, députée de Guyane pendant 20 ans. Élue en Guyane, voilà. Et candidate à la présidentielle il y a 20 ans. Voilà. Donc c'est le retour à la case présidentielle pour Christiane Taubira. Alors en fait, dans le détail, elle est candidate à la primaire de la gauche au stade actuel des choses, puisque cette primaire, alors c'est le cœur du sujet, Bruno. On en est où là très concrètement de cette primaire ? Est-ce qu'elle va avoir lieu, sachant que cette primaire, d'abord il faut s'arrêter parce que c'est pas une primaire comme les autres. C'est quand même un drôle d'engin cette histoire. Il y a 250 000 personnes, j'ai regardé à peu près hier soir, qui veulent voter à cette primaire. Alors c'est une primaire où il y a des candidats, Christiane Taubira en est une, et puis il y a ceux qui sont candidats malgré eux. C'est un concept assez particulier, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo ont été intégrés parmi les candidats. Il y en a parmi les candidatures, il y en a d'autres. Ensuite, c'est pas un vote normal, c'est-à-dire c'est une appréciation des candidats avec des smileys, vous savez, c'est le système bien, j'aime pas, enfin voilà. Donc et puis vous voulez dire qu'il n'y aura pas un vrai vote organisé Voilà, c'est très particulier. Et puis le dernier point, il y en a plein sur lesquels c'est le programme. C'est-à-dire que celui qui va remporter qui va être désigné par cette primaire doit prendre le programme qui a été décidé par les concepteurs, les initiateurs de cette primaire. Il faut s'arrêter 2 minutes sur ce programme qui est quand même assez particulier, notamment sur le plan régalien. C'est un programme incroyable. Désarmement des polices municipales, abrogation des lois terroristes, les mêmes que Christiane Taubira fait voter par exemple. Donc au passage, il y a aussi un peu de contradiction. Vous avez un certain nombre de choses et à l'arrivée, c'est un programme, vous savez, c'est le genre de programme que que des étudiants de Sud pourraient voter dans une assemblée générale, vous voyez. Bon, Jérôme Sainte-Marie. Bon courage à celui qui devra prendre ce programme. Ça va. Voilà, j'entends. Je rappelle qu'elle a 70 ans aussi, Christiane Taubira. Alors, ses promoteurs disent oui, mais bon, elle est différente. Depuis samedi, c'est haro sur Taubira. Elle fait l'unanimité contre elle. Tous Jadot, Mélenchon voudraient la réduire à un non-événement. Et l'argument qui revient, c'est mais attendez, il y a déjà un embouteillage de candidatures à gauche. On est complet alors qu'on pèse que 25%. Et la question, c'est la gauche en est où aujourd'hui, Jérôme Sainte-Marie ? La gauche est à la fois faible mais c'est peut-être une apparence. Je m'explique. Grosso modo, c'est effectivement les différents candidats de gauche dans les sondages, c'est à peu près 25% des intentions de vote. Donc elle va prendre du haut de ces 4% estimés, elle prendra c'est faible, d'autant plus que c'est dispersé entre pas mal de candidats. Oui. C'est faible, mais c'est pas tellement plus faible que les 27,5% que la gauche avait fait au premier tour de 2017. Et la gauche a un problème, c'est parce qu'elle est divisée. Mais aussi, la gauche a un problème, c'est qu'en partie, elle est au pouvoir. Je m'explique. Pas mal de sympathisants de gauche ont voté
pour Emmanuel Macron dès le premier tour en 2017, 47% des anciens électeurs de premier tour de François Hollande, et ces gens de gauche qui sont des cadres, des élus, mais aussi des électeurs qui ont rejoint le camp macronien il y a 5 ans, pour la plupart, ils sont restés. Toujours. Et donc, en fait, on voit bien dans les équipes gouvernementales, d'ailleurs, il y a beaucoup de ministres issus de la gauche, et toute une partie de la gauche qui avait été strauss-kahnienne, rocardienne, tout cela, en réalité, se trouve au pouvoir. Et donc c'est donc siphonné par Emmanuel Macron et ça n'apparaît pas dans le bloc de gauche tel qu'on le... Ce que j'essaye de dire, c'est que la division de la gauche est beaucoup plus forte que ce que l'on voit. Il y a non seulement une division entre différents candidats se réclamant de la gauche, mais en plus une partie de la gauche qui est au pouvoir. Et ce qui fait d'ailleurs que les contradictions s'accumulent. Et en fait, d'ailleurs, Christiane Taubira n'apparaît pas spécialement comme une grande opposante à Emmanuel Macron. Par bien des côtés, elle ne s'est pas manifestée durant les grandes crises sociales, notamment c'est la question que je posais. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis 5 ans ? Et le fait qu'elle soit identifiée purement aux sujets sociétaux la rend en quelque sorte, comment dirais-je, largement ringardisée en fait par rapport à ce qu'entendent les électeurs de gauche aujourd'hui. Alors Emmanuel Ducrot, un autre regard peut-être sur la gauche, plus au-delà du cas Taubira précisément. Vous avez la semaine dernière écrit un article sur Fabien Roussel autour de cette polémique sur lorsqu'il dit je soutiens que tout Français doit pouvoir avoir un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Alors vous avez publié un article très intéressant sur le sujet qui dit, alors il y a eu la polémique sur le racisme supposé de l'entrecôte, c'est votre formule, mais vous dites c'est plus que ça, et ça explique en partie peut-être pourquoi la gauche actuellement, au-delà de ce que vient de nous expliquer Jérôme Sainte-Marie, est en difficulté. C'est peut-être que la question sociale aujourd'hui, elle passe un peu à la trappe aussi à gauche. Oui, elle est passée à la trappe de la question sociétale. Enfin, si vous voulez, c'est comme si la gauche avait tenté une relance par, on dirait en économie, une relance par l'offre, sans vraiment se préoccuper de la relance par la demande. Et on s'aperçoit qu'à gauche, sur un grand nombre de thèmes sociétaux, l'offre est totalement indifférenciée. C'est-à-dire que vous avez... Qu'est-ce que vous voulez dire très concrètement là ? Ça veut dire que vous avez l'opposition nucléaire, par exemple, qui est structurante, qui est devenue structurante de la gauche. Vous avez des préoccupations de consommation qui sont en gros celles des classes aisées urbaines. Et ça se voit vraiment très nettement sur les questions d'alimentation. Ce qui est défendu par la plupart des candidats de gauche, à l'exception de Fabien Roussel, c'est une préoccupation de bobo urbain. Pardon pour l'expression qui est un peu schématique, mais c'est ça. C'est le circuit court, le bio, la qualité, moins de viande, etc. Et on ne se préoccupe absolument pas de savoir comment toutes les classes populaires terminent le mois. Parce qu'en fait, la fracture, elle est ici. Et c'est ce que j'essayais de démontrer dans ce papier sur l'alimentation, c'est que Fabien Roussel met le doigt avec un certain nombre de prises de position. Hier, il a adressé des vœux en souhaitant aux gens d'avoir plus d'argent dans leur poche. Ça, c'est devenu un tabou à gauche, comme de promouvoir l'accès d'une viande de qualité pour la plupart de la population. Et il y a une partie de cette gauche qui est tellement imbibée de théories décoloniales, un peu victimaires, qui instaure des permis à points victimaires, que finalement, elle en arrive à avoir une offre totalement indifférenciée. Alors, elle a des marqueurs. Elle veut bien défendre les agriculteurs à condition qu'ils soient des paysans et qu'ils soient bio. Elle veut bien défendre les salariés, mais pas s'ils travaillent chez Fessenheim. Donc, en fait, elle s'est choisie des indignations un peu sélectives de cette manière-là. Et je pense qu'elle oublie la préoccupation de beaucoup de Français qui est simplement comment je termine le mois, comment je vis de mon travail. Parce que pour quand même une grande partie des Français, le travail et le fait qu'on puisse vivre de son travail, ça reste le fondement d'une espèce de dignité quand même. Oui. Et tout ça, ça s'est dilué dans les questions sociétales, de genre, etc., qui touchent quand même une micro-minorité de nos concitoyens. Mais ce qui plaît à Emmanuel Ducrot, Bruno Jeudi, chez Fabien Roussel, c'est qu'il parle quand même un homme de droite finalement. Il parle de pouvoir d'achat, d'argent à la fin du mois. Je sais pas, non, je dirais pas qu'il parle comme un, non, comme un homme... C'est le titre d'un article du Parisien ce matin. Roussel, le communiste qui plaît à la droite. Je trouvais que c'était assez bien vu. Oui, il plaît à la droite, il plaît aussi au ministre de droite du gouvernement Macron. Il y a eu Bruno Le Maire qui me disait il y a peu de temps, c'est le communiste tel qu'on l'aime. Effectivement, c'est un grand classique à droite. Vous savez, autrefois c'était l'alliance un peu entre le RPR et le PC parfois sur certaines questions, notamment sur les questions industrielles. Non, je trouve que Fabien Roussel, il a le mérite à gauche d'empêcher la petite planète de gauche de tourner en rond. Et là, on voit bien qu'elle tourne autour des thématiques de Jean-Luc Mélenchon et d'Yannick Jadot. Emmanuel a raison. Et Fabien Roussel essaie de ramener la petite musique communiste
qui par ailleurs sur bien d'autres sujets est largement communiste, ringardisé. Restons calmes. Mais sur ces questions, il remet le doigt sur le social. La gauche l'a oublié. C'est pour ça que ça fonctionne un peu ce début de campagne, même si pour l'instant dans les sondages, Fabien Roussel, il est à 2-3%. Bon, je vous poserai une question sur l'ambiance un peu générale de la campagne. Jérôme Sainte-Marie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, le pire pour la gauche, c'est pas qu'elle soit éloignée des questions matérielles, des questions financières, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai. Simplement, la gauche n'arrive plus à avoir le contact avec les travailleurs pauvres du privé. Un des grands traumatismes de la gauche contemporaine, c'est qu'il y a eu un vaste mouvement social issu justement de ces travailleurs pauvres du privé, qui a été complètement raté par elle. Les gilets jaunes, comme par la droite et comme par pas mal de monde d'ailleurs. Oui. Les gilets jaunes. Inversement, quand la fonction publique manifeste, y compris pour des questions de points, d'augmentation salariale pour les professeurs, tout cela, là, la gauche, elle est là. Donc, en fait, la gauche n'a pas oublié les questions matérielles. Seulement, elle se concentre uniquement, pour ainsi dire, sur l'univers de la fonction publique et notamment du professorat. Oui. C'est devenu le parti de la fonction publique. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi... C'est tout à fait estimable, mais c'est minoritaire. Alors, justement, est-ce que ça n'est pas l'expression d'autre chose? Je vais citer l'ouvrage de Luc Rouban qui vient de sortir. Et lui, sa grande théorie, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, à savoir que la question identitaire est très importante pour les Français, lui, dans son livre, écrit que 45% des Français ne se reconnaissent aucune affiliation identitaire, que ce soit religieuse, ethnique, régionale, etc., etc. Il dit donc c'est une république de l'anomie, des gens en fait qui ne reconnaissent plus aucune autorité, les corps intermédiaires ne sont plus reconnus comme tels, voilà. Et donc c'est difficile d'avoir prise sur ces gens-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, où, y compris quand ils se choisissaient des représentants, ils n'étaient reconnus par pratiquement personne. Emmanuel Ducrot. Je pense que ça va même au-delà de ça. C'est comment dire, cette gauche qui est pétrie de contradictions, qui explique à la fois qu'il faudrait réindustrialiser la France, par exemple, mais qui à la fois est incapable d'accepter qu'on implante un site industriel. Cette gauche qui dit le réchauffement climatique est une priorité, mais qui est incapable de reconnaître que le nucléaire est une des solutions. Cette gauche qui, par exemple, affiche pour une part un scepticisme sur la science et sur le vaccin. Voilà, alors vous répondez plus aux questions très matérielles, parce que vous pensez que vous pouvez y répondre par cette espèce de crispation identitaire sur le micro-particularisme, mais les grandes questions de fond ne sont pas traitées, voire elles sont fracturées elles aussi. Et donc ça devient très difficile de construire une offre politique qui soit cohérente et qui parle à des gens qui ont effectivement des problèmes très quotidiens. Bon, je voudrais qu'on parle à présent du cas Éric Zemmour. Au-delà de sa condamnation, se pose quand même la question, à savoir, c'est sa ligne de défense, à savoir, j'exprimais une opinion qui ne violait absolument pas la loi, parce qu'en l'occurrence, les mineurs isolés ne sont pas une nation, ne sont pas un peuple, mais se pose la question de la politisation de la justice, en tout cas c'est ce qu'il dit lui. La question qui nous anime aussi, elle est peut-être davantage politique. Alors je ne sais pas, Bruno, Jérôme, lequel des deux souhaite répondre, mais quel impact ça peut avoir, l'enchaînement d'abord des polémiques, la condamnation judiciaire d'hier, peut-être celle qui arrive sur un autre dossier. Quel impact cela peut-il avoir sur lui, Jérôme? Il y a deux questions dans ce que vous dites. D'une part, c'est effectivement le problème, est-ce que l'on doit faire trancher des débats politiques et sanctionner des propos politiques par la justice? C'est le problème de la judiciarisation. Ça fait très longtemps qu'Éric Zemmour dénonce ce phénomène-là, y compris dans le suicide français. Il s'en était pris à la loi Pleven, par exemple, donc il est très cohérent. Et on ne peut qu'être préoccupé, effectivement, par le fait qu'autrefois, quand il y avait un propos politique qui déplaisait à certains, eh bien, il disait, il faut le combattre, il faut contre-argumenter, et désormais, le réflexe, c'est d'attaquer en justice. Donc ça, c'est un vrai problème. Par ailleurs, et là je réagis simplement en sondeur, si vous voulez, il est évident que depuis désormais plusieurs semaines, la candidature d'Éric Zemmour n'est pas très performante dans les sondages. Or, sa justification au départ était justement de pouvoir accéder au second tour et de battre Macron. Se multiplient les enquêtes, et désormais quotidiennes, avec les rollings qui sont faits par l'IFOP et Opinionway par exemple, où on voit une stagnation, voire une régression du score d'Éric Zemmour qui se rapproche dangereusement de la barre des 10% au premier tour. Et dans les quelques sondages de second tour qui sont faits, mais de moins en moins, parce qu'il n'est pas qualifié pour le second tour, on le voit écrasé par Emmanuel Macron notamment. Donc en quelque sorte, sa promesse politique n'est pas tenue, et ça c'est même indépendant très largement de ses attaques judiciaires. Mais Bruno Joly, est-ce qu'on a une idée auprès de qui Éric Zemmour perd-il des points? Lui qui montait à 15-18 se retrouve aujourd'hui plutôt à 12.
Qui l'a rallié et l'a ensuite quitté selon vous et pour quelles raisons? Alors pour répondre à votre question, il faut voir à qui il les a pris ces points, puisque Éric Zemmour, j'allais dire, démarre de zéro quand il se lance, on va dire, autour de l'automne. Éric Zemmour, il a pris l'essentiel de ses points, au moins une dizaine, à Marine Le Pen. Des intentions de vote qui étaient chez Marine Le Pen, souvenons-nous, fin juin, Marine Le Pen est entre 25 et 29 suivant les instituts. Éric Zemmour donc démarre, j'allais dire, fait sa pelote à partir à la fois et largement des voix de Marine Le Pen, oui, et aussi des Républicains, pour partie beaucoup moins quand même, parce que cette primaire a quand même permis aux Républicains. Oui, mais d'après vous, Bruno, il perd sur les mineurs isolés ou il perd sur l'économie très concrètement, par exemple? Non, moi je pense que c'est plutôt sur l'économie qu'il perd. Moi je pense qu'il perd évidemment sur l'économie, parce qu'Éric Zemmour n'a pas développé grand chose d'audible en dehors des thématiques identitaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi les traits de caractère d'Éric Zemmour qui apparaissent. Quelqu'un qui veut toujours avoir raison, quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, notamment sur la question du handicap, où à mon avis il commet une lourde erreur et qui lui coûte cher politiquement. Sur le rolling d'hier, sur cette seule mesure, qui couvre le week-end, c'est moins 1,5 points. Ça a l'air de rien, mais on voit bien que l'opinion sanctionne Éric Zemmour. Merci Bruno Jeudi, rédacteur en chef à Paris Match, Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion, et Jérôme Sainte-Marie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jérôme, Bloc populaire, paru aux éditions du Cerf. 8h50.